bonsoir à tous et tous. Je m'appelle Bruno Borin, je travaille au GRESEA, qui est une des organisations qui co-organise cette conférence, avec pour Thinking Economics, le Centre du Libre Examen et Attaque, évidemment. Et donc je vais, donc c'est un cycle de 2 conférences. La première aujourd'hui, la seconde, vous serez prévenus dans le courant du mois de novembre, qui nous permettent de nous interroger sur ce concept de Big Pharma, d'industrie pharmaceutique. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. On va essayer de voir avec Henri Houben, qui est docteur en économie, chercheur au GRESEA et militant chez Attaque de très longue date, je pense. Depuis 2000, voilà, donc ça fait un 5e de siècle, un peu plus. Et qui va nous parler de sa recherche, puisqu'il a mené une longue recherche sur ce secteur depuis maintenant plusieurs mois, et on peut même parler en années, je pense. Donc on aura 2 conférences sur cette question. Mais avant ça, je vais permettre aux organisations qui ont organisé, qui ont permis à cet événement d'avoir lieu, de dire un mot. Donc je vais passer la parole à Attaque. Bonjour. Je vais d'abord faire le clown. Parce que quand il dit de Henri Houben qu'il est docteur, et puis il y a une fraction de seconde là, qui me fait dire que c'est drôle d'un docteur qui parle de Big Pharma, mais c'est rien. Donc Attaque, c'est un mouvement qui a une envergure mondiale, et nous ne sommes que un petit groupe de Attaque. C'est Attaque Bruxelles 2, parce qu'à Bruxelles il y a 2 attaques. On fonctionne sur base de la charte de Attaque, action pour les transactions, la taxation des transactions financières et les actions citoyennes. Si vous allez voir un petit peu dans le détail, tout ce qui concerne la démocratie au sens large et philosophique du terme nous concerne aussi. Et donc on s'est intéressé de près à la question du lien entre la finance et la pharmacie au niveau des multinationales essentiellement. On participe donc activement des 2 conférences que Henri Houben va mener, en partenariat avec ceux-ci. Mais on va aussi prolonger ensuite avec des séances, conférences, débats sur des thématiques qui sont liées à la question de la financiarisation de la pharmacie, de la multipharma, qui sont l'accessibilité aux soins, la notion plus large de la santé, parce que la santé, c'est pas que le médicament, bien entendu, que c'est une dimension sociétale beaucoup plus grande. Et donc, on va d'abord participer à ces deux séances-ci, et ensuite on lancera d'autres approches de la santé au sens large. Alors, Attaque est actif, bien entendu, sur les questions financières. Je vous avais peut-être entendu parler des plaintes que nous avons portées en partenariat avec toute une série d'autres associations et personnes contre les organisateurs de l'évasion fiscale. Donc on les appelle globalement les plaintes déontologiques contre les Dubai Papers. C'est plus large que les Dubai Papers, évidemment. On attaque sur le plan Dubai Papers parce que là, ce sont des personnes bien ciblées qui sont concernées. C'est toute une mécanique en fait d'experts, d'experts fiscalistes, de réviseurs d'entreprises, etc., qui organisent à la frontière de la légalité, parfois d'un côté, parfois de l'autre de cette légalité, l'évasion fiscale, l'évasion des finances publiques en fait, des finances qui reviendraient au public, mais dans des proportions inouïes, inimaginables, et qui tuent les États en quelque sorte. Et donc, allez voir sur notre site, vous pourrez en voir plus. Vous pourrez aussi voir le détail sur le site de Pour Presse. Donc, si vous allez voir sur Internet Pour, vous allez tomber sur des trucs qui n'ont rien à voir, mais Pour Presse, ça vous amènera au bon endroit. Et Pour est très 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 actif aussi sur cette matière, en particulier d'évasion fiscale. Je ne me fais pas plus long que ça. Merci. Bonsoir, moi je vais juste parler en 2 mots
du cercle Rethinking Economics. Donc c'est un cercle d'étudiants international et nous on est donc une section locale à l'ULB et on promeut le pluralisme en économie. Donc on essaye d'ouvrir le champ de la science économique à d'autres courants de pensée que celui dominant qu'est actuellement le courant néoclassique. Du coup, on fait ça via des conférences, des midis, débats, échos, et voilà. Et voilà, j'ai passé la parole au cercle du libre examen. Du coup, je vais la faire courte pour pouvoir laisser la parole à notre intervenant. Mais donc, moi, je représente le cercle du libre examen de l'ULB. On a une association d'étudiants et d'étudiantes. Notre but, c'est de promouvoir le principe du libre examen, donc qui est un principe fondateur de l'Université libre de Bruxelles. Et donc, on fait ça à travers des conférences qui parfois sont sur le temps de midi, donc sur un format plus court, de midi à 14, ou parfois des conférences comme ce soir. On a aussi une bibliothèque engagée dans notre local. Donc, on a des livres qui traitent de plein de problématiques qu'on traite aussi à travers nos conférences, donc par exemple le féminisme, l'écologie. Là, on va lancer un cycle de conférences sur le greenwashing, justement, mais on peut aussi aborder plein d'autres sujets comme l'anticapitalisme, l'antifascisme et plein d'autres sujets. Donc voilà, on se retrouve dans ce qui est proposé ce soir et c'est pour ça qu'on a voulu co-organiser. Donc merci beaucoup d'être ici et bonne conférence. Je vous laisse le micro. Et alors, juste avant de donner la parole à Henri, les deux conférences sont quand même basées sur une étude qui est en cours de publication. Le premier tome est disponible et sera disponible après la conférence. Un deuxième tome sortira. Ça permet de prolonger ce que vous allez, ou de compléter ce que vous allez entendre ce soir. Donc je propose de donner la parole à Henri pour une présentation de ces travaux et puis on aura un échange, questions-réponses et interventions après avec la salle. C'est l'autre, non? C'est pas celui-là? Je pense que c'est celui-là. On y arrivera. Oui. Bonjour. Voilà, vous m'entendez? Ouais, voilà. Je pense que je m'entends déjà moi-même, donc vous devez m'entendre également. Ça va permettre aussi pour moi de ne pas trop élever la voix. On m'a présenté comme docteur en économie. Je vous précise que donc docteur en économie, c'est un titre qui n'a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique ni avec la médecine. C'est un titre que personnellement je ne promeus pas parce qu'en général je suis contre les titres. Donc les genres baron, prince et bazar, tout ça, ça m'est égal. Et donc le principal c'est que je sois économiste, point. Mais donc voilà, donc ça n'a rien à voir. Et donc je veux aussi préciser que je suis donc économiste et que je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas spécialisé en pharmacologie, etc. Et donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui en connaissent beaucoup plus sur le sujet des médicaments et des vaccins que moi. Donc moi je suis économiste, je vais faire d'ailleurs ici dans la première présentation essentiellement une présentation de type économique. Donc je voulais m'excuser déjà par avance que parfois je n'arrive pas à retenir tous les noms des médicaments et éventuellement leur fonction exacte. Donc je m'en excuse dès maintenant. Et en fait, si je me suis intéressé à l'industrie pharmaceutique, c'est parce que en fait, je me suis intéressé de manière générale aux multinationales. Et c'est ça un des cœurs de mes sujets. Alors, le secteur que je connais le mieux, c'est l'industrie automobile, donc ce n'est pas l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai déjà publié pas mal de choses sur l'industrie automobile. Et là aussi, j'ai une faiblesse, c'est que je ne conduis pas et que donc je ne connais pas exactement toute la technique automobile. Ce que j'ai étudié, c'est la manière dont l'industrie automobile est organisée parce que, effectivement, cette manière-là a des influences sur les autres industries. La manière dont l'industrie automobile est organisée avec ses systèmes fordistes, toyotistes et compagnie, en fait, c'est multiplié dans les autres secteurs. C'est ça qui m'intéressait dans cette industrie-là. Ici, dans l'industrie pharmaceutique, j'ai été étonné lorsque j'ai regardé les multinationales en général, le degré de rentabilité absolument monstrueux de l'industrie pharmaceutique qui dépasse tous les autres secteurs
tout confondu. Donc actuellement, on est beaucoup sur, évidemment avec la hausse des prix de l'énergie, sur les gains absolument faramineux de l'industrie énergétique, pétrolière et compagnie. Mais je vais vous montrer que, en fait, l'industrie pharmaceutique dépasse encore cette industrie-là. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être qu'ils sont à peu près égalité aujourd'hui avec les hausses de prix, mais eux, c'est de manière permanente. Alors, attendez, parce que je ne suis pas un génie en technique. Voilà le programme que je vais vous présenter. Comme ça, vous voyez un petit peu combien de temps ça peut durer. Normalement, j'ai prévu une petite heure pour présenter, pour passer l'ensemble de ces points et essayer de le faire de manière logique. Et donc, de manière logique, je vais reprendre un peu le cheminement que j'ai fait moi-même en me disant, je fais une étude sur les multinationales et je constate, paf, que l'industrie pharmaceutique a un taux de profit, mais qui dépasse largement les autres secteurs. Et donc le premier point, c'est qu'effectivement, on est bien dans une situation de rentabilité, mais carrément hors norme. Premier point, donc ça c'était mon point de départ, c'est que j'ai fait un relevé historique sur les 200 plus grandes multinationales industrielles. Et puis j'ai comparé les firmes pharmaceutiques qui appartenaient à ces 200 plus grandes industries pharmaceutiques et j'ai comparé leur taux de profit. Et donc là déjà on voit un écart assez important parce que vous voyez qu'en général les taux de profit des multinationales oscillent entre disons 7% pour les plus bas jusqu'à 16% pour les plus hauts. Mais l'industrie pharmaceutique, à partir des années 80, a un taux le plus bas de 17% et dépasse même à certains moments les 30%. Et vous voyez que donc c'est un écart énorme. Et donc je me suis posé la question, mais comment se fait-il que cette industrie, de manière générale, donc ce n'est pas une entreprise, parce qu'effectivement, si vous prenez une entreprise, vous aurez par exemple Apple, Microsoft, vous aurez effectivement des taux de profit assez élevés. Mais ici, ce n'est pas une entreprise, c'est tout le secteur. J'ai fait un autre calcul plus récent où j'ai comparé l'industrie qui, probablement, dans votre imaginaire, ou votre, je ne sais pas, subconscient, ou en tous les cas ce qu'on vous raconte, c'est l'industrie pétrolière qui, normalement, est une des industries les plus rentables, qui régulièrement, et d'ailleurs aujourd'hui certainement, fait des profits assez élevés. Et donc vous voyez les chiffres que j'ai pris. Donc j'ai pris les entreprises pharmaceutiques les plus importantes. Donc j'ai fait d'abord dans mon relevé une sélection des grandes firmes pharmaceutiques. J'en ai choisi 20 qui sont les plus importantes et pour qui je pouvais remonter historiquement dans les données. Donc il y avait certaines entreprises qui étaient relativement importantes, ce n'est pas les plus grandes, mais dont je ne pouvais pas retourner suffisamment loin dans le passé. Donc je les ai éliminées pour cette raison-là. Mais donc ces 20 entreprises pharmaceutiques, je lui ai ajouté la section pharmaceutique de Bayer, puisque vous savez que Bayer n'est pas une entreprise pharmaceutique pure, c'est une entreprise chimique normalement, qui a pour l'instant deux secteurs essentiels. Le premier, c'est l'industrie pharmaceutique, vous connaissez tous l'aspirine, et le deuxième, c'est l'agrochimie, et là aussi vous le connaissez exactement, puisque Bayer a racheté, il n'y a pas si longtemps que ça, Monsanto. Et donc c'est eux en fait qui commercialisent tous les produits Monsanto. Mais donc j'ai choisi donc dans Bayer, essayer de retirer la section pharmaceutique, ce que je ne peux pas faire tout le temps, parce que je n'ai pas toujours les données, Bayer ne fournit pas toujours toutes les données. Dans ce cas-là, j'ai essayé de calculer le pourcentage normalement des données de Bayer dans mon étude. Donc par exemple, je n'ai pas le profit général de Bayer dans le secteur pharmaceutique, je n'ai que ce qu'on appelle le profit opérationnel. Mais donc si je calcule le profit, je calcule le pourcentage normalement du bénéfice qui normalement devrait revenir à l'industrie pharmaceutique suivant les données, par exemple du bénéfice opérationnel. Donc si le bénéfice opérationnel représente 75%, je vais calculer 75% du profit net de Bayer pour représenter
le bénéfice de Bayer. Mais donc ça me donne ce graphique-là avec donc les 4 plus grandes sociétés pétrolières mondiales, c'est-à-dire Exxon, Shell, BP et Total. Et bien sûr, puisque ces sociétés-là, puisque je reprends à partir de 1990, ces sociétés-là ont aussi connu des fusions, etc., j'ai repris évidemment les sociétés qui ont été fusionnées auparavant. Et donc vous voyez le graphique qui montre très clairement que de manière globale, le taux de profit de l'industrie pharmaceutique est bien plus élevé généralement que celui de l'industrie pétrolière. Il n'y a qu'une période relativement restreinte, pratiquement entre 2002 et 2008, ou 2006 ou 2007, je ne sais pas, comme je suis un peu à l'envers, oui, donc c'est à peu près 2008, où l'industrie pétrolière, effectivement, a un taux de profit supérieur, mais tous les autres cas, y compris pour 2021, eh bien, l'industrie pharmaceutique a des profits plus élevés. Vous voyez aussi que l'industrie pétrolière a une courbe saccadée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des hauts profits, mais il y a d'autres moments où effectivement il y a des pertes. Donc il y a même une grosse perte en 2020 qui évidemment est liée à la crise Covid, puisque à ce moment-là, toutes les entreprises étaient partiellement arrêtées. Et donc l'industrie pétrolière aussi. Par contre, l'industrie pharmaceutique, évidemment, elle n'a pas eu ce problème-là et a pu continuer ses activités avec un taux de profit extrêmement élevé. Et d'ailleurs, on voit qu'en 2021, avec les vaccins, eh bien, le taux de profit a encore augmenté et est revenu à, disons, à ses niveaux les plus élevés par le passé. On voit aussi donc la grande stabilité aussi par rapport aux variations de l'industrie pétrolière de cette industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que globalement, les profits sont relativement stables, ce qui est assez étonnant aussi, parce que d'habitude, ce n'est pas le cas du tout. J'ai étudié encore un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la marge bénéficiaire. Et donc la marge bénéficiaire, c'est le rapport, donc je rappelle, le taux de profit, c'est le bénéfice net sur les fonds propres. Donc les fonds propres, ce sont les fonds que l'entreprise a elle-même mis à disposition pour son activité. La marge bénéficiaire, c'est le bénéfice opérationnel. Donc le bénéfice opérationnel, c'est le bénéfice qu'on fait sur l'activité normale de la firme. Et c'est donc un bénéfice avant charges financières et avant impôts. Et on le rapporte au chiffre d'affaires, donc l'ensemble du volume de vente. Et donc vous voyez le niveau extrêmement élevé, parfois un peu variable en fonction des années, parce qu'il y a des années où ça va bien et des années où ça va un peu moins bien. Mais vous voyez le niveau extrêmement élevé où globalement ça oscille entre 20 et 25%. Ce qui veut dire que sur chaque médicament, sur chaque vaccin, indépendamment de tous les coûts qui sont engagés, y compris ceux de la recherche, c'est important de souligner que les coûts de recherche sont déjà compris dans ce calcul-là. Eh bien, en gros, l'industrie pharmaceutique, donc les géants pharmaceutiques, excusez-moi, font de 1/5 à 1/4 de bénéfices sur chaque médicament vendu, sur chaque vaccin vendu en moyenne. C'est énorme. Donc pour avoir un tel taux comparable dans d'autres industries, vous pouvez avoir cela dans l'industrie pétrolière, mais uniquement dans les occasions où le prix du pétrole et du gaz est extrêmement élevé. Vous pouvez avoir la même chose pour Microsoft. Vous pouvez avoir la même chose pour Apple, et vous pouvez avoir à peu près la même chose pour L'Oréal et LVMH, c'est-à-dire les sociétés qui produisent des produits de luxe. Mais ici, on n'est pas sur un produit de luxe. Donc on est bien d'accord qu'en principe, le médicament, le vaccin, c'est pas, même si on peut parfois en douter, vu les prix qui sont parfois exigés par l'industrie, mais normalement, ce n'est pas un produit de luxe. Et donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement élevé. Et donc ça, ce sont des profits de monopole, parce que tous les autres cas que je vous ai cités, ce sont effectivement des monopoles. Apple, Microsoft, L'Oréal, LVMH, ce sont et l'industrie pétrolière aussi, ce sont des monopoles carrément. Donc on est face à une situation de rente monopolistique.
très clair. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces taux-là? Eh bien, l'origine principale, donc il y avait certainement une certaine rentabilité auparavant, mais l'origine vient en fait de quelque chose qui va survenir à la fin des années 50, c'est-à-dire qu'il va y avoir une série d'accidents. Le plus célèbre, c'est celui du thalidomide. Je regarde le nom parce que je ne suis pas sûr de le prononcer convenablement, qui est normalement un médicament contre la nausée, mais que prenaient également des femmes enceintes. Et le fait que les femmes enceintes le prenaient a engendré une série de malformations chez les enfants qui sont nés par la suite. Donc ça a fait un scandale énorme à la fin des années 50. Softenon, c'est, je pense, le nom qui a été utilisé en Belgique, mais je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus. Et donc, à ce moment-là, suite à cela, les autorités sanitaires ont dit « ça ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument mettre en place des règles sanitaires qui empêchent effectivement qu'il y ait une dégénérescence, une dégradation et des accidents pareils. Donc il faut un protocole. Et ce protocole doit être quand même relativement strict. Immédiatement, quand les autorités sanitaires ont dit ça, l'industrie pharmaceutique a crié au scandale et a combattu au départ très largement cette idée. Mais les plus grands du secteur se sont dit « Oh, ça peut devenir intéressant ce bazar-là, parce que si on met un protocole, ça veut dire que lorsqu'on découvre une molécule, eh bien, il va y avoir un temps assez long avant qu'on va pouvoir déposer effectivement un médicament et le mettre sur le marché. Et si le temps est long, ça va éliminer tous les petits producteurs. Et donc, on va rester uniquement avec les gros producteurs qui sont capables d'investir pendant un certain nombre d'années le capital nécessaire. Puisque normalement, lorsqu'on découvre la molécule, on va effectivement investir des capitaux. Mais avant qu'on arrive au médicament, il va se passer plusieurs années et mon capital va être immobilisé. Donc une petite structure ne va pas tenir. Une petite structure ne va pas pouvoir faire ça. Donc c'est une occasion fantastique d'éliminer tous les petits laboratoires qui pouvaient exister à ce moment-là. Et donc ils se sont rendus compte qu'en fait ils devaient soutenir complètement ce processus et à travers ce processus imposer ce qu'on va appeler la propriété intellectuelle et, grâce à cette propriété intellectuelle, avoir la possibilité, après les années où on aura fait toutes les recherches et garanti que le médicament était sûr, eh bien, on va pouvoir imposer des prix extrêmement élevés puisqu'on va être pratiquement les seuls sur le marché à proposer ce remède-là. Donc, on va avoir ce processus-là, qui est aujourd'hui le processus officiel. Donc vous avez peut-être déjà vu, si vous avez vu des émissions sur la santé, puisque pendant l'épidémie de Covid, bon, un point positif, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé comment est-ce que les mécanismes d'autorisation des médicaments, de vaccins, etc., comment ça se passe concrètement. Eh bien, donc, première chose, c'est qu'on découvre une molécule. La molécule est brevetée, et à partir du moment où cette molécule est brevetée, eh bien, celui qui a déposé le brevet a 20 ans pour lequel il est entièrement protégé de toute concurrence. Il a quasiment l'exclusivité sur ce médicament, enfin sur cette molécule. Donc, avec la molécule, on n'a pas encore un médicament, hein. Donc on a simplement une molécule dont on sait qu'il a des propriétés thérapeutiques intéressantes. Donc il faut créer un médicament, parce qu'il faut évidemment le mettre sous une forme, il faut que évidemment ce médicament soit quand même... on ne doit pas immédiatement aller aux toilettes après parce qu'il est tellement dégueulasse qu'on ne sait pas le supporter, donc il faut ajouter des éléments qui font qu'il est digestible et tout ça. Donc on va créer un médicament. Le processus va passer alors ensuite dans ce qu'on appelle les tests précliniques. Les tests précliniques, ce sont les tests qui sont faits sur des animaux ou bien de plus en plus, puisqu'on utilise beaucoup de biotechnologie,
à travers de l'informatique, hein, donc on fait des essais sur base informatique, et on passe ensuite à les essais cliniques qui ont 3 phases, 1, 2, 3. La première phase, essentiellement, c'est pour essayer de voir le dosage des médicaments, hein, de voir quelle est la bonne structure qu'on doit mettre dans les médicaments, la bonne quantité de chaque composant. Ensuite, la deuxième phase, c'est pour savoir si et quels sont les effets secondaires qui peuvent apparaître et voir si effectivement ces effets secondaires ne sont pas indésirables. Et la troisième phase, donc les 2 premières phases avec relativement peu de patients, et la troisième phase, c'est avec énormément de patients, voir si le médicament est supérieur à ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un produit qui en fait n'a aucune validité thérapeutique. Et donc on divise les groupes en 2. Le premier prend le placebo, le second prend le médicament, et on regarde si effectivement il y a des effets tangibles du médicament, c'est-à-dire que normalement ceux qui ont pris les médicaments ont moins de chances d'être malades que ceux qui ont pris un placebo. Une fois que tout ça est passé, alors déjà d'après les statistiques du premier essai clinique jusqu'à la fin de l'essai clinique, il n'y a qu'en général 1% des médicaments qui franchissent cette étape-là. Donc c'est-à-dire sur 100 médicaments, sur 100 médicaments qui sont présentés, eh bien, il n'y en a qu'un qui aboutit à la phase finale. Et la phase finale, c'est l'autorisation officielle par les autorités sanitaires. Et ça peut aussi prendre beaucoup de temps parce que, évidemment, les autorités sanitaires vont reprendre les études à partir du début, hein, pour voir si effectivement c'est efficace, si effectivement ça a bien été fait dans les règles, etc. Et généralement, ça prend 1 an et demi aux États-Unis, entre 2-3 ans en Europe. Ça, c'est pour vous dire que ça prend effectivement beaucoup de temps. Et au total, en moyenne, eh bien, le temps pendant lequel tout le processus se passe, c'est entre 8 et 12 ans. 8, c'est relativement rapide, 12, c'est un peu plus lent. Et à partir de cela, il y a donc l'autorisation de mise sur le marché qui est accordée, et la multinationale ou bien le laboratoire pharmaceutique peut mettre le médicament ou le vaccin sur le marché. Et il a 20 ans, pas 20 ans à partir de l'autorisation, hein, 20 ans depuis la découverte de molécules, donc il y en a 8 et 12 ans qui sont déjà partis en recherche. Donc il reste quelque chose comme une petite dizaine d'années pendant lesquelles il peut effectivement imposer ce médicament-là avec le prix qu'il veut. Alors ils ont trouvé évidemment des astuces pour prolonger ce mécanisme. Souvent, donc si ça a pris beaucoup de temps, par exemple, on va rajouter 5 ans supplémentaires de protection, etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup de mécanismes qui permettent de continuer de cette manière-là. Alors pour vous montrer l'effet que ça a eu dans le niveau des prix, j'ai comparé les prix des produits médicamenteux avec l'ensemble des prix des produits à la consommation dans le pays d'abord qui consomme le plus de médicaments et où le marché est libre. Donc ici, évidemment, en Europe, le marché n'est pas complètement libre. Le marché doit passer par des instances de sécurité sociale qui négocient pour avoir un prix, etc. Et donc, évidemment, aux États-Unis, il n'y a pas ça. Et les firmes pharmaceutiques peuvent librement appliquer leur prix. Et donc, on voit globalement que, à peu près, les prix entre les médicaments et les autres produits évoluent d'une façon un petit peu semblable. Alors, il faut bien comprendre que, comme j'ai mis la barre des 100 à 84, si la ligne jaune ici est en dessous de la ligne verte, c'est que les prix augmentent plus vite déjà que les prix globaux. Mais l'effet après, ici j'ai pris 84, mais après donc les années 80, donc après qu'on ait mis en place tout le système d'homologation des produits, eh bien les prix ont explosé, c'est-à-dire que les prix des matières générales ont augmenté à peu près de 2,5 fois depuis 84, et par contre les prix des médicaments, eux, ils ont quintuplé. Donc on voit une très très grosse différence,
et ça montre très bien que, véritablement, à travers le mécanisme des prix, les multinationales pharmaceutiques ont imposé à l'ensemble de la société, donc ce n'est pas simplement les patients, les citoyens, etc., c'est aussi les autres entreprises qui doivent payer d'une certaine manière cette rente monopolistique à l'industrie pharmaceutique. Donc ils ont aussi réussi, parce que ça évidemment, comme je dis, ça se passe en Occident, donc essentiellement en Europe et aux États-Unis, mais à travers les négociations pour créer l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce en 1995, ils ont fait du lobbying. Ça, ce n'est pas expliqué dans le tome qui est pour l'instant à la disposition et qui est déjà en vente du Grisey et Coke dans lequel j'ai écrit. C'est dans le second volume. Donc vous aurez dans le second volume l'explication comment est-ce que les lobbies pharmaceutiques ont réussi à introduire dans les négociations de l'OMC ce qu'on appelle les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Ça s'appelle TRIPS en anglais, c'est Trade Related Intellectual Property. Je vais oublier ce que c'est. C'est pas grave. Mais donc, c'est le fait que dans tous les pays, on doit avoir la même procédure et la même protection de 20 ans pour les médicaments qui sont déposés, enfin pour les molécules qui sont déposées. Et donc tous les pays de l'OMC qui adhèrent à l'OMC doivent respecter cette règle. Donc ça c'est une formidable avancée pour l'industrie pharmaceutique, parce que si éventuellement un pays ne respecte pas cette procédure, donc par exemple un pays voudrait développer des génériques à partir d'un médicament parce que ce générique est extrêmement important pour guérir une maladie qui sévit dans le pays, eh bien en principe, il peut être porté en justice, donc c'est-à-dire au tribunal des différends, à l'OMC. Évidemment, ce n'est pas l'entreprise qui peut déposer une plainte, c'est l'État. Mais l'État américain, effectivement, va pratiquement soutenir à fond son industrie pharmaceutique. Et dès qu'il y a un pays qui introduit des génériques, l'État américain fond sur cet État, et avec toute la puissance américaine, donc parce que, évidemment, ce pays, en général, c'est un pays du tiers-monde qui dépend assez grandement en beaucoup de choses des États-Unis, notamment aussi pour d'autres aspects du commerce, eh bien, va imposer que les règles soient respectées. Jusqu'en 2001, où il va y avoir une affaire au niveau du sida en Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud va vouloir imposer un générique pour traiter la maladie du sida, parce qu'effectivement, en Afrique du Sud, cette maladie était vraiment extrêmement importante, et il va y avoir un rapport de force. Donc, comme j'ai dit, l'État américain va immédiatement déposer plainte contre les génériques qui sont proposés par les Sud-Africains. Mais là, il va y avoir une mobilisation mondiale, et l'OMC va dire quelque chose qui se trouvait déjà, mais en petite ligne, dans le texte initial. Il va dire qu'effectivement, dans le cas d'une maladie particulièrement grave, il est possible qu'un État puisse servir de cette justification pour promouvoir des traitements qui sont moins chers que ceux proposés par l'industrie pharmaceutique. Mais donc, ça reste une exception. Donc la règle, c'est qu'effectivement, tous les pays doivent appliquer cette règle qui s'appliquait au préalable chez les pays européens et les pays occidentaux. Et donc ce qu'il y a eu, c'est que simplement, donc normalement c'est en 1995 qu'on applique ça, évidemment on a accordé aux pays du tiers-monde un délai pour appliquer, parce que normalement, ce n'est pas la règle de l'OMC qui s'applique, il faut qu'il y ait une règle nationale qui vienne, rendre compte, ou plutôt exécuter concrètement la loi. Donc il faut qu'il y ait à un moment donné une loi dans la législation nationale de chaque pays. Et donc là, on a attendu pour les pays un délai qui dépend en fonction de l'importance du pays et de son niveau de développement. Mais donc, vous voyez bien que les
l'industrie pharmaceutique a véritablement imposé au niveau mondial une rente monopolistique qui explique pourquoi est-ce qu'ils ont des taux de rentabilité aussi forts et des taux de marge bénéficiaire aussi élevés donc, au niveau mondial, et ils vont défendre ces principes, mais carrément bec et ongle. Donc, effectivement, lorsqu'il y a le Covid et les vaccins Covid qui, normalement, peuvent effectivement aider un certain nombre de pays du tiers-monde pour régler et pour pouvoir faire vacciner une partie de la population, eh bien, les industries vont être vent debout contre la levée, alors que c'est proposé par l'OMS, l'OMC, même les États-Unis, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, eh bien, l'industrie va être vent debout contre la levée de la propriété intellectuelle. Donc, ils sont acharnés, et ça n'a rien à voir avec l'innovation, la recherche et tout ça, ça a à voir avec la rente monopolistique qu'ils peuvent avoir grâce à ce mécanisme-là. Et ensuite, ils vont aménager les principes. Donc, par exemple, ils vont essayer de prolonger le délai de 20 ans. Alors, il y a différentes techniques pour faire ça. Première technique, j'ai parlé plus bas, mais vous créez ce qu'on appelle un produit MeToo. Alors, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le féminisme et le combat des femmes contre le harcèlement sexuel. Un produit MeToo, c'est tout simplement une molécule dont on a changé légèrement un des éléments. Donc on a fait une molécule, bon, moi je ne vais pas vous rentrer dans les détails, comme je dis, je ne suis pas biologiste, je n'y connais pas grand-chose, mais donc vous avez changé légèrement un médicament. Et comme les essais se font contre un placebo, le médicament qui va être nouveau, ce n'est pas nécessairement meilleur que le précédent. Il est tout simple. Donc s'il est à peu près équivalent au précédent, contre le placebo, il sera aussi bon. Et donc il va être accepté par les autorités sanitaires. Mais l'industrie pharmaceutique va effectivement faire du lobbying pour que les prescriptions se fassent sur le nouveau médicament qui coûte très cher plutôt que sur l'ancien qui est tombé dans le domaine public. Donc ça, c'est une méthode. Deuxième méthode, c'est on va, avant que le médicament tombe dans le domaine public, on va lancer des procès contre tous les potentiels producteurs de génériques, de telle manière qu'on va leur faire peur. De telle manière qu'eux vont attendre vraiment la dernière minute pour pouvoir commencer à analyser la molécule en question et éventuellement la reproduire. Ce qui va permettre éventuellement d'ailleurs au producteur lui-même de faire lui-même le générique et ainsi devancer les producteurs de génériques, mais alors évidemment avec un niveau abaissé par rapport au produit initial, mais supérieur à ce que éventuellement un producteur de générique ferait. Etc. Donc il y a toute une série de mécanismes vraiment absolument invraisemblables que l'industrie pharmaceutique, donc il y en a certains qui sont détaillés dans les deux tomes qui sont prévus dans le Grézé-Eco. Je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, je vais juste encore ajouter un point, c'est qu'éventuellement ce qu'on peut faire aussi, c'est dire voilà, ce médicament sert à tel traitement. Et puis, quand le médicament va tomber dans le domaine public, on va dire « Ah oui, mais ce médicament peut aussi traiter telle autre chose. » Et dans ce cas-là, je redépose un brevet pour ce médicament et je fais breveter de manière supplémentaire ce médicament-là, presque ad vitam aeternam. Je pense que pour l'Humira, qui est un médicament, alors je ne sais même plus pourquoi ce quoi ça traite, mais qui est un médicament de ABBV, eh bien, je crois qu'ils ont 239 brevets autour de ce médicament. Donc, pour l'instant, il n'est pas prêt de tomber dans le domaine public. Ou bien il est prêt à tomber dans le domaine public pour certaines parties, mais pas dans l'ensemble. Donc, c'est pour donner un petit peu une idée. Dans ce cadre-là, ce que les entreprises pharmaceutiques vont faire, c'est rechercher des blockbusters. Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose que ceci. Même si ça ressemble phonétiquement, mais un blockbuster, c'est un médicament qui peut être vendu à plus d'1 milliard de dollars par an. Donc ce sont des médicaments
qui, effectivement, sont très rentables. Et donc, ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on va avoir deux types de médicaments, on va en avoir plusieurs, mais principalement deux types de médicaments. Les premiers, ce sont les tout nouveaux médicaments qui vont être hyper protégés par la propriété intellectuelle, et l'industrie pharmaceutique va les faire payer très 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 cher. Et soit aux États-Unis, comme il y a peu de sécurité sociale, c'est le patient qui va devoir payer, et dans les systèmes européens, c'est plutôt la sécurité sociale qui va payer, mais dans certains cas, la sécurité sociale trouve le médicament tellement cher qu'elle n'accepte pas de le payer. Et donc, à ce moment-là, c'est le patient qui doit effectivement payer ce prix qui peut être parfois énorme. Donc, Novartis a mis en place, pour une maladie très rare, une maladie infantile très rare, un médicament qui était vendu 2 millions le traitement. Donc, quel est le patient individuel qui peut payer 2 millions pour sauver son enfant? Il n'y en a pas énormément. Et deuxième chose, c'est que donc on a ces premiers types de médicaments sur lesquels effectivement les entreprises pharmaceutiques vont se focaliser complètement. Et puis il va y avoir les seconds qui sont soit des génériques, soit éventuellement parce que parfois le brevet est tombé dans le domaine public, mais il n'y a personne qui produit un générique à côté. Et donc ce sont des produits dont les prix non seulement sont de plus en plus bas, mais ils diminuent, donc, et finalement ils rapportent peu. Donc qu'est-ce que vont faire les entreprises pharmaceutiques? Elles vont se focaliser sur les premiers, elles vont abandonner les seconds. Et la pénurie des médicaments dont on parle régulièrement vient de cela, principalement. Il y a parfois d'autres causes, mais principalement. Donc sur la pénurie, de nouveau, ce n'est pas dans ce tome-ci, c'est dans le tome suivant que cela va être abordé. Mais donc la pénurie vient de là, le fait que les seconds médicaments ne vont plus être produits comme tels par les entreprises pharmaceutiques, ou alors, puisque quand même ils ont une obligation, puisque c'est eux qui ont développé le médicament, ils ont l'obligation de consacrer une unité de production à cela, mais si jamais il y a un problème sur cette unité de production-là, eh bien, le médicament devient subitement indisponible. Et donc, ce qu'on appelle les premiers, ce sont donc effectivement ceux qui devraient devenir des blockbusters, c'est-à-dire des médicaments qui rapportent plus d'1 milliard de dollars par an. Vous avez ici d'ailleurs presque, on pourrait dire, le champion dans ce domaine-là, une entreprise que vous devez connaître, puisque effectivement, elle a été très popularisée pendant la crise Covid. Et ici, j'ai d'ailleurs même pas calculé les blockbusters. J'ai calculé presque des méga blockbusters, puisque je n'ai pris que les médicaments qui ont rapporté plus de 2 milliards de dollars. Je n'ai utilisé qu'un médicament pendant la période 93-98, où j'ai mis un autre médicament qui n'avait pas atteint les 2 milliards, parce qu'effectivement, à cette époque-là, le chiffre d'affaires de Pfizer ne dépassait pas les 7-8 milliards de dollars. Donc, faire 2 milliards de dollars avec un seul médicament sur un chiffre d'affaires global de 7 à 8 milliards, c'était peu. Donc, j'ai pris un autre médicament qui avait une grosse importance. Et d'ailleurs, même malgré ça, vous voyez bien qu'il y a une forte hausse de la part des blockbusters dans l'activité de Pfizer. Puis ensuite, à partir de 2004, on voit une nette descente et on voit l'effet qu'a eu le vaccin anti-Covid sur ce niveau-là. C'est-à-dire que le vaccin anti-Covid a vraiment été un boom fantastique et pratiquement miraculeux pour l'entreprise. Vous voyez, donc c'est important. Donc ça représente globalement, en général, entre un tiers et ça dépasse presque les 3/4 du chiffre d'affaires d'une entreprise multinationale. Donc 3/4, peut-être que c'est un peu exagéré. Donc peut-être c'est plutôt entre la moitié et les 2/3. C'est plutôt, je pense, plus généralisable à l'ensemble de l'industrie. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence dans cette recherche de blockbusters? Eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des méga-fusions ou des méga-acquisitions, c'est-à-dire que les multinationales pharmaceutiques vont d'une certaine manière se bouffer entre elles pour devenir de plus en plus grosses,
Primo parce que, puisqu'il faut des médicaments qui vont devenir des blockbusters, ça, ils n'ont pas tous dans leur pipeline, donc donc des médicaments qui sont préparés, qui doivent normalement progressivement être mis sur le marché. Donc toutes les multinationales n'ont pas ces genres de médicaments-là dans leur pipeline, donc ils doivent chercher alors ailleurs ces médicaments. Deuxième chose, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler une espèce de révolution biotechnologique qui fait en sorte que, eh bien, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent et comme la plupart des anciennes multinationales pharmaceutiques viennent de la chimie, elles doivent se réorienter vers la biotechnologie et donc le meilleur moyen de le faire, c'est de racheter des sociétés de biotechnologie. Et quatrièmement, il faut toujours de plus en plus de capitaux. Donc ça, de plus en plus, pour pouvoir investir et pour faire tout le processus, il faut beaucoup de capitaux. Donc seules les grosses entreprises qui ont énormément de capitaux vont pouvoir subsister. Donc de ce fait-là, il va y avoir énormément de fusions. Donc ici, on voit l'évolution globale. Je ne sais pas si vous voyez très bien tous les chiffres, à mon avis pas, mais ce n'est pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de voir bien l'évolution. Depuis 1985, le niveau des fusions, vous voyez qu'il y a eu véritablement un premier véritable boom à partir du siècle actuel. Et les dernières années aussi, ça a fortement augmenté. Ça a baissé évidemment en 2020 parce qu'il y avait le Covid et donc il y avait peu d'occasions de pouvoir racheter de nouvelles sociétés. Mais je pense qu'en 2021, on est reparti un peu dans cette hausse. Et voilà, ici, je vous ai mis toutes les plus grosses méga-fusions dans l'industrie depuis 1996. Et vous voyez que vous avez parfois des montants énormes. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs que l'un des principaux acteurs dans ces transactions, c'est justement Pfizer. Pfizer qui a le plus gros rachat jusqu'à présent d'une autre société avec le rachat de Warner Lambert. Je ne sais plus quel était le médicament, je crois que c'est le Lipitor, qui était le médicament qui... je vois qu'il y a des gens qui haussent les sourcils en ne sachant pas davantage que moi ce que c'est ce médicament-là. Mais donc, il avait un médicament qui était très... Pardon ? Voilà, merci beaucoup. C'est ce médicament-là qui intéressait surtout Pfizer. Donc, ils ont racheté l'entreprise qui le produisait. Et donc, ils l'ont acheté très cher, 116 milliards. Et vous voyez que Pfizer, d'ailleurs, revient à plusieurs reprises parce qu'ils ont véritablement racheté des grosses entreprises concurrentes. Donc, Warner Lambert, c'était une grosse entreprise. Wyeth est une grosse entreprise. Avant, ça s'appelait d'ailleurs American Home Product. Et ils ont racheté Pharmacia, qui est une entreprise suédoise, mais l'entreprise suédoise avait fusionné avec une grosse entreprise américaine qui s'appelait Upjohn et qui lui aussi lui procurait un certain nombre de grosses molécules. Et donc vous voyez que les entreprises, quand elles n'ont plus suffisamment de gros médicaments qui peuvent véritablement intéresser dans leur pipeline, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont racheter d'autres entreprises et donc c'est évidemment les plus grosses qui l'emportent à la fin. Donc j'ai fait le calcul, je n'ai pris que les opérations de plus de 10 milliards de dollars. Et donc sur ces opérations de plus de 10 milliards de dollars, entre 1996 et 2021, il y en a eu 46. Ce montant total de ces 46 opérations, c'est 1288 milliards de dollars. Donc je ne sais pas si vous imaginez, je ne suppose pas, parce que c'est déjà un chiffre assez astronomique. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça pourrait... Je crois que ça doit être de l'ordre du PIB de la Russie, quelque chose comme ça, pour vous donner une petite idée. Dans ces transactions, je l'ai mentionné, c'est Pfizer qui domine carrément le lot. Il a dépensé dans ces opérations 284 milliards, ce qui représente 22% de ces 1288 milliards.
Donc c'est vraiment celui qui a véritablement axé toute sa politique sur le rachat d'autres entreprises. Donc ce qui indique, parce que évidemment maintenant avec le Covid, il se présente comme le roi de l'innovation, etc. et blablabla, mais en réalité c'est surtout le roi du rachat des entreprises qui peut-être elles-mêmes avaient de l'innovation, mais Pfizer, ça fait un petit temps qu'ils n'en ont plus. Alors, point important, et qui est très important dans le discours des multinationales, c'est que la recherche fondamentale va passer à la trappe. Pourquoi? Parce que pour ces entreprises-là, commencer le processus, comme je vous ai montré là, donc tout le processus que je vous ai détaillé pour aller de la molécule vers le brevet, enfin vers la mise sur le marché, eh bien, ça prend beaucoup de temps et comme je vous ai dit, c'est très aléatoire. Donc, comme je l'ai dit, il y a un médicament sur 100 qui passe simplement les essais cliniques. Donc, il y a 100 médicaments qui commencent les essais cliniques et il n'y en a qu'un qui vient au bout. Donc, c'est beaucoup trop aléatoire, trop coûteux, et donc ça ne rapporte pas assez. Donc, qu'est-ce que vont faire les multinationales? Elles vont s'en débarrasser. Elles vont abandonner progressivement, pas tout de suite, donc elles vont faire ça progressivement, tout ce qui concerne la recherche fondamentale, et vont d'ailleurs dire, et vont le laisser, ce sont les laboratoires universitaires qui doivent faire la recherche fondamentale. Ce sont eux qui vont pouvoir dépenser l'argent et éventuellement faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Ça n'a pas énormément d'importance. Mais s'ils trouvent quelque chose, alors ça peut être intéressant et on va suivre le processus. Donc ça veut dire que l'essentiel, et donc c'est vrai aussi pour les vaccins anti-Covid, donc l'essentiel des vaccins anti-Covid viennent des fonds publics. Donc le premier vaccin qui a été mis en place, pas celui qui a été le premier mis sur le marché, le premier mis sur le marché c'est celui de BioNTech, mais le premier qui avait été découvert c'est celui de Moderna. Mais le Moderna en fait n'a pas été à la source de la recherche. Ce sont ce qu'on appelle les NIH, les National Institutes of Health. C'est eux qui ont développé le vaccin. Et comme eux ne produisent pas le vaccin, ils ont un accord avec Moderna qui lui le produit. Dans le cas de BioNTech, BioNTech c'est une start-up qui est née il y a à peu près une dizaine d'années, mais qui ne vendait rien parce que son modèle d'ARN messager était axé sur le cancer. Et en matière de cancer, eh bien, il n'aboutissait pas à sa recherche. Donc, les chercheurs qui ont fondé BioNTech, en réalité, donc deux germano-turcs, en fait, sont payés par l'université de Mayence. C'est l'université de Mayence qui finance tout ce qu'ils font jusqu'au moment où BioNTech a pu vendre son vaccin. Donc c'est l'université de Mayence qui a financé en fait la découverte du vaccin de BioNTech, etc. Le vaccin d'AstraZeneca, c'est tout simplement l'université d'Oxford qui l'a créé, etc. Donc ce sont en fait des fonds publics qui découvrent aujourd'hui la plupart des molécules. Ils peuvent éventuellement passer aux médicaments, mais à un moment donné, ils doivent passer auprès des multinationales. Et c'est là-dessus que les multinationales vont se centrer. Alors pour vous montrer ça, alors vous voyez que ici j'ai comparé, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que moi déjà je suis pratiquement le nez dessus et je ne vois pas super bien. Mais ça présente l'évolution des dépenses de recherche de l'industrie pharmaceutique qui augmente. Donc il y a une part d'augmentation qui vient de l'inflation naturelle. Il y a aussi le fait qu'une bonne part des dépenses de recherche, évidemment, sont de plus en plus consacrées à ce qu'on appelle les essais cliniques, donc qui sont une recherche appliquée. Donc quand on a le médicament, on regarde si effectivement ça fonctionne, si on a le bon dosage, si on n'a pas d'effet indésirable, etc. Et donc ça prend beaucoup de temps et donc ça coûte énormément parce qu'il faut payer les installations, il faut payer les patients, il faut payer les Kobe, etc. Donc tout ça coûte de plus en plus cher. Donc c'est normal, c'est relativement normal que ça a tendance à augmenter. Et donc on rapporte ça au chiffre d'affaires. En revanche, l'autre partie, c'est ce qui est rapporté aux actionnaires. Alors qu'est-ce qui est rapporté aux actionnaires? C'est essentiellement deux choses. D'abord, ce sont les dividendes. Ça, ce sont les rémunérations directes pour les actionnaires, mais également c'est le rachat d'actions.
par l'entreprise. Parce que racheter des actions donc une entreprise, par exemple Pfizer, rachète ses propres actions, ça va faire raréfier le nombre d'actions qui circulent, et donc ça va faire monter les cours. Et donc ça profite évidemment aux actionnaires qui voient leurs actions monter. Et donc les deux, on voit bien qu'évidemment c'est très variable parce qu'en fonction, par exemple si ça va mal en bourse, ce n'est pas le moment de racheter des actions. Donc ici c'est normal qu'en 2009 évidemment on atteint un bas niveau parce qu'effectivement à ce moment-là en 2009 il y avait peu d'entreprises qui vont racheter leurs propres actions alors qu'elles étaient en chute libre. Mais sinon vous voyez très bien que alors qu'ils partaient d'un niveau beaucoup plus bas que la recherche, eh bien, de plus en plus, ils sont beaucoup plus élevés. Donc, on rémunère beaucoup plus les actionnaires qu'on dépense au niveau de la recherche. Autre élément, c'est qu'on voit ici dans l'emploi. Mais malheureusement, les multinationales pharmaceutiques ne divulguent très peu les informations. Donc, sur une relativement longue période, je n'ai pu récolter que les chiffres de GSK et de Sanofi, et donc on voit que globalement le niveau d'emploi dans la recherche diminue. Ça augmente ces dernières années essentiellement parce que évidemment les opérations de restructuration ont touché assez fortement pendant toute la période, et on voit très bien avec Sanofi, la recherche, mais aujourd'hui c'est plutôt l'organisation, l'administration, la commercialisation qui sont plus touchés, et donc à ce moment-là, évidemment, par un effet, disons, collatéral, eh bien, le niveau de l'emploi de la recherche remonte. Mais en général, les emplois diminuent habituellement. Donc ça montre bien qu'effectivement, il y a de moins en moins d'intérêt de la part des multinationales dans cette recherche. Alors, puisqu'ils ne font plus la recherche, on pourrait croire, et d'ailleurs le fait qu'il y a de plus en plus de start-up en biotechnologie, on pourrait croire qu'effectivement, ça se démocratise d'une certaine manière, qu'il y a de plus en plus de petits acteurs qui interviennent et qui font un balancier vis-à-vis des grosses multinationales pharmaceutiques. Eh bien, pas du tout, parce que les multinationales pharmaceutiques ont mis en place un système justement où ils se permettent de ne plus consacrer beaucoup d'argent dans la recherche fondamentale, mais ils vont bénéficier de leurs capitaux, de leur capacité à avoir des usines, de leur capacité à avoir des bonnes relations avec les États, pour capter toutes les initiatives les plus intéressantes qui viennent justement de ces start-up. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont contrôler de plus en plus les filières, de la filière de production qui va du développement des produits jusqu'à la commercialisation. Alors, j'ai un petit tableau là-dessus. Donc, je reprends mon petit schéma habituel. Donc, d'abord, il y a la découverte de molécules qui sont faites essentiellement par des laboratoires universitaires aujourd'hui. Ce n'est pas que de temps en temps, une multinationale ne peut pas découvrir aussi quelque chose, mais de plus en plus, ce sont les laboratoires universitaires qui le font, qui déposent d'ailleurs les brevets. Ce sont donc, à partir de 1980, quelque part par là, aux États-Unis, les universités peuvent déposer des brevets. Avant, c'était en open source, donc c'était ce qu'ils découvraient pouvait être utilisé par n'importe qui, mais maintenant, il y a des brevets. Donc, en fait, ça permet aux laboratoires universitaires de rentrer dans la combine. Et alors, on passe de brevets à la recherche appliquée. Donc, éventuellement, par exemple, les chercheurs qui ont découvert la molécule vont créer une start-up, ou bien d'autres vont créer une start-up de biotechnologie. Ils vont commencer les essais précliniques, là, il n'y a pas de problème. Puis, ils vont commencer les essais cliniques, homologation du produit, puis ils doivent passer à la production, puis à la commercialisation. Et c'est là qu'évidemment, les multinationales vont intervenir, parce que c'est elles qui ont les capitaux, qui ont les relations, qui ont l'expérience, qui ont tout en fait, pratiquement. Et donc, une start-up ne va pas pouvoir passer 8 à 10 ans sans ressources, à moins de... Comme BioNTech, évidemment, les chercheurs étaient
engagés dans l'université de Mayence, donc ils pouvaient survivre même si leur firme ne gagnait rien. Moderna, c'était pareil. Hein. Moderna, la société ne gagnait rien non plus, ne vendait rien non plus avant le vaccin anti-Covid. Mais donc, s'ils ne peuvent pas faire autrement, eh bien, ils vont devoir passer par la multinationale qui va leur aider à faire les essais cliniques, à faire l'homologation du produit, parce qu'ils connaissent évidemment les acteurs qui permettent cette autorisation, etc., qui ont les outils de production, parce qu'effectivement, une start-up n'a pas d'outils de production, ils doivent les chercher. Donc, la seule possibilité alternative à une multinationale, c'est d'utiliser la sous-traitance. Donc, et donc, évidemment, la sous-traitance, c'est contrat pour contrat. Donc, il faut beaucoup de contrats pour arriver avec une production relativement importante. Donc là, les multinationales, et d'ailleurs les multinationales elles-mêmes peuvent être en sous-traitance par rapport à cette start-up, etc. Et puis, il faut la commercialisation qui, en fait, est la dépense des multinationales la plus importante. Parce qu'il y a la publicité d'un côté, c'est quand le produit est sur le marché sans prescription, mais quand il faut une prescription, il faut des visites médicales, soit aux centres médicaux, soit aux médecins individuels, soit aux hôpitaux. Et ça, les multinationales ont leur équipe. Ils ont une équipe qui fait effectivement la tournée dans les principaux pays pour effectivement dire qu'il y a tel produit qui est intéressant, il faut le prescrire et tout ce bazar. Une start-up n'a pas ça. Donc, à un moment donné, la start-up va être obligée, d'une certaine manière, de faire alliance avec la multinationale pharmaceutique. Et ce qui est extrêmement important, c'est de voir que, donc, effectivement, d'abord, il y a une distribution des rôles. Donc, comme j'ai dit, c'est en fait répéter ce que j'ai expliqué avec mon graphique. Les laboratoires vont développer la recherche fondamentale. Une start-up va se développer pour faire un médicament. Elle va commencer à rentrer dans le processus d'homologation du produit. Et là, la multinationale va évidemment intervenir. Et évidemment, si le projet est prometteur, la multinationale va racheter la start-up, ou bien, et ça va bénéficier évidemment aux fondateurs de la start-up, hein, puisqu'ils vont quand même payer ça relativement cher. Mais les profits assurés par la suite vont être aussi très importants. Ou bien ils vont acheter le brevet, ça ils peuvent faire aussi. Et si elles ne l'est pas, elles ne vont pas faire grand-chose, elles vont peut-être accompagner par gentillesse, enfin par gentillesse, mais par clientélisme, par des choses comme ça. Et ce que j'ai découvert, parce que ça je ne savais pas, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent, mais si vous regardez les sites des multinationales pharmaceutiques, vous verrez qu'il y a toujours un endroit où ils ont un appel à partenariat. Donc ils font un appel à partenariat de collaboration avec les universités et avec toutes les sociétés de biotechnologie, principalement des sociétés de biotechnologie, puisque c'est normalement cette technique et technologie qui actuellement est la plus efficace pour découvrir des nouveaux vaccins et des nouveaux médicaments. Et donc, ils vont susciter ce partenariat en disant à toutes les startups, venez chez nous. Et donc, c'est Pfizer qui dit venez chez nous, Novartis qui va dire venez chez nous, etc. Et de faire un lien particulier avec cette multinationale-là. Et chaque multinationale, d'ailleurs, a une filiale qui est spécialisée dans la prise de participation dans des sociétés nouvelles de biotechnologie, de telle manière de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de cette société, de savoir si effectivement ils ont un produit intéressant ou pas, s'ils sont sur la bonne voie ou s'ils ne sont pas sur la bonne voie, etc. Donc un exemple concret et très récent que je prends un peu par opportunisme, mais il y en a plein des exemples. Par exemple, Pfizer avait une collaboration avec BioNTech depuis 2018. Donc le fait que BioNTech se soit adressé à Pfizer n'est pas tombé du hasard. Il y avait une collaboration qui était donc avec un contrat bien défini en 2018, et à ce moment-là d'ailleurs Pfizer avait pris 2,5% du capital de BioNTech, ce qui n'avait pas beaucoup d'importance puisque de toute façon BioNTech ne vendait rien, donc il n'y avait aucune possibilité pour Pfizer de gagner de l'argent là-dessus. Mais c'est de cette façon-là que Pfizer a pu bénéficier du vaccin, parce que c'est BioNTech qui a proposé le vaccin, et donc ils ont demandé la participation de Pfizer,
Ils ont renégocié un nouveau contrat en 2020, en avril 2020 d'ailleurs, après que BioNTech avait son vaccin normalement disponible. Alors il y avait plusieurs variantes dans ce vaccin-là, et donc Pfizer a commencé à effectivement investir dans le domaine à partir du moment où ils ont quand même testé les différents variants et choisir les variants qui vont être effectivement proposés aux essais cliniques. Mais avant, c'est BioNTech qui faisait tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, Pfizer a 5%, ils ont doublé leur prise de participation dans BioNTech. Ceci dit, ils n'ont pas tout à fait tort parce que les deux fondateurs de l'entreprise, aujourd'hui, ils sont milliardaires, pardon, je m'excuse, ils sont milliardaires. Alors, dernier point, je pense que d'ailleurs j'atteins mon quota de parole ici, c'est voir comment est-ce que, effectivement, ce développement va intéresser les sociétés financières les plus actives. Donc, comme j'ai dit, il y a une très forte rentabilité, un niveau de rente monopolistique qui est extrêmement important, et le niveau des bénéfices. Donc si vous interrogez chaque fois un représentant du monde de l'industrie pharmaceutique, il va vous dire mais c'est justifié par la recherche et l'innovation, c'est parce que nous sommes très innovants et que nous avons besoin de rémunérer. Si on ne nous rémunère pas, on ne sera pas aussi innovant, blablabla, tout le bazar quoi. Mais en réalité, cet argument est faux. Je vous ai dit au départ d'ailleurs que le niveau de marge, il est fait après avoir tenu compte des coûts de recherche. Donc on ne peut pas dire que les coûts de recherche justifient le niveau de marge. Le niveau de marge se justifie par la situation monopolistique, point. Donc c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, la rémunération, les bénéfices qui sont gagnés par les entreprises, ils vont essentiellement aux actionnaires et aux dirigeants. Donc ça, c'est le niveau du taux du dividende. Donc le taux du dividende, c'est le montant total des dividendes sur les bénéfices nets. C'est-à-dire que le bénéfice net peut être réparti en deux parties. La première, c'est on rémunère les actionnaires principalement sous forme de dividendes, ou bien on garde le bénéfice et on les met dans les réserves. Et on augmente ainsi les fonds propres. Alors ça peut éventuellement servir à financer de la recherche, éventuellement, mais pas que, parce que ça peut servir aussi à racheter des actions. Mais donc vous voyez bien que le taux de dividende, globalement, a tendance à monter très fort. Donc on est passé d'un niveau de 40% jusqu'à des niveaux qui dépassent assez largement les 60%. Alors il faut faire deux petits bémols, c'est l'année 2017 où c'est particulièrement élevé, mais là c'est parce que le bénéfice net a fortement baissé. C'est suite aux propositions de loi de Trump qui ont fait en sorte que la production locale était avantagée en termes d'imposition par rapport à la production qui était faite à l'étranger. Mais évidemment, les multinationales pharmaceutiques ont beaucoup de production à l'étranger. Donc, elles ont dû, à un moment donné, impacter cet élément-là dans les impôts qui devaient à l'État américain. Donc ça a aggravé enfin l'aggravé, c'est beaucoup dire, ça a un peu ralenti le niveau des bénéfices des entreprises pharmaceutiques. Et le deuxième bémol, c'est celui de 2021, où effectivement là les bénéfices ont fait l'inverse. Avec le Covid, les bénéfices se sont complètement envolés. Et donc, évidemment, les dividendes n'ont pas suivi à la même vitesse. Donc, c'est ça qui explique ce caractère très saccadé à la fin. Mais donc, on voit très bien que, normalement, en moyenne, ça a tendance à augmenter. J'ai pris 4 sociétés. J'aurais pu en prendre d'autres, mais les autres avaient des problèmes au niveau du fait qu'ils avaient fusionné, etc. Donc, j'ai pris 4 sociétés qui, en principe, n'ont pas eu trop de changements dans leur structure, donc je pouvais effectivement voir l'évolution des dividendes. Pour vous dire, dans la petite histoire, c'est qu'en fait, j'aurais pu remonter jusqu'en 1980,
parce que j'ai les données jusqu'à à peu près 1980. Le problème, c'est qu'évidemment, si je fais de 1980 jusqu'à 2021, en 80, vous n'allez rien voir, parce que tout est aplati. Hein. Donc déjà, vous voyez ici que c'est très aplati, et donc c'est encore plus aplati au bout. Aussi, si vous voulez vérifier les données, il faut savoir que, évidemment, lorsque une société a changé le nombre de ses actions, évidemment, j'ai changé évidemment le niveau du dividende. Hein. Donc si par exemple, donc ici je n'ai pas mis Pfizer, parce que Pfizer a eu à un moment donné un arrêt en 2013. En réalité, Pfizer a à peu près la même tendance, mais en 2013 il y a une chute et puis ça repart. Donc je n'ai pas voulu montrer ça, mais après, je vais faire de toute façon normalement un article sur Pfizer. Vous verrez très bien l'évolution. Mais donc ici, qu'est-ce que je voulais dire là oui, donc quand la société, par exemple, a un niveau, mettons Merck, a un niveau d'action à $100, elle peut se dire, oui, $100, si un actionnaire veut acheter une action pour $100, c'est un peu trop élevé, et donc je vais par exemple la diviser en deux. Je vais dire qu'une action de $100 donne droit à 2 actions de 50. Ce qui veut dire qu'évidemment, à ce moment-là, le dividende va baisser. Et donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, puisque en fait, j'ai calculé les dividendes par rapport à 2021, j'ai divisé par 2 aussi le niveau des dividendes au moment où ils font le passage d'une action pour 2 actions. Ouais, c'est clair ce que j'ai dit là. Parce que parfois, c'est des choses un peu compliquées que, évidemment, dans la finance, on a l'habitude de traiter, mais celui qui n'a pas l'habitude peut, effectivement, à un moment donné, être vite déboussolé. Mais j'ai fait ça pour que, effectivement, la perspective soit bien uniforme. Hein, qu'effectivement, il n'y a pas, à un moment donné, une chute d'action, tout simplement parce qu'on a divisé l'action en 2. Alors, ce niveau de dividende et cette évolution avec des hauts bénéfices qui sont garantis grâce à une rente monopolistique, etc., vont attirer évidemment les sociétés financières les plus actives de la planète. Et donc, les principaux, aujourd'hui, ce sont des fonds de gestion d'actifs, dont les plus importants sont BlackRock et Vanguard. Ce sont des sociétés qui ont des actifs de plus de 8 000 milliards de dollars. Pour comparaison, la plus grande banque au monde, qui est une banque chinoise, elle a des actifs de un peu plus de 3 000 milliards de dollars. C'est pour dire l'importance de ces sociétés-là. Ce sont des sociétés qui récoltent de l'argent, donc par exemple éventuellement le vôtre. Si vous avez investi, peut-être qu'à un moment donné, vous avez participé à un fonds, mais le fonds lui-même a peut-être racheté des actions dans un fonds qui est proposé par BlackRock ou Vanguard. Et donc, avec ça, ces sociétés-là investissent dans le capital des entreprises. BlackRock le fait actuellement de manière internationale assez activement. Vanguard est plus limité aux États-Unis. Il est moins actif en Europe. Et donc, ces sociétés-là se rémunèrent pas avec les fonds gagnés, mais sur une commission. Mais la commission va dépendre évidemment de la rémunération qui est accordée à ceux qui ont mis leur épargne dans ces fonds-là. Et j'ai repris ici les principales firmes, je les ai mises d'ailleurs par ordre, hein, donc elles sont ici par ordre de chiffre d'affaires. Hein, je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas la place de le mettre, mais c'est comme ça que j'ai calculé. Et ici, on a 14 firmes. Ce sont les 14 plus grandes firmes pharmaceutiques. Donc, je n'ai pas repris Bayer parce qu'effectivement, ce n'est pas complètement pharmaceutique. Et de toute façon, Bayer a pratiquement pas d'actionnaires à plus de 5%. Et ici, en général, comme ce sont des sociétés américaines, la divulgation se fait au niveau des 5%. Donc ça veut dire que si vous n'avez rien, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'avez pas des actions, mais que c'est probablement que vous ayez moins de 5% des actions dans cette société-là. Alors vous voyez bien que BlackRock est donc dans les 12 fois représenté.
Vanguard est 2, 4, 6, 8, 9 est représenté 9 fois. Donc ça montre bien vraiment que ces sociétés-là ont investi véritablement l'industrie pharmaceutique et d'une certaine manière en dictent les lois parce qu'il n'y a pas des actionnaires qui sont plus élevés qu'eux. Il y a dans le lot 3 à 4 sociétés qui ne sont pas complètement contrôlées par ces fonds de gestion d'actifs. Le premier, c'est Roche, qui est contrôlé toujours par la famille fondatrice Hoffmann-La Roche. La seconde, c'est Novartis, où en fait ce sont d'autres entreprises financières qui sont agissantes et la famille Sandoz est également active dans le capital. Donc il faut savoir que Novartis est issu d'une fusion entre Ciba Geigy et Sandoz, je pense que c'est en 96 ou 95-96, quelque part par là. La troisième, c'est Sanofi, qui est toujours contrôlée par l'entreprise multinationale L'Oréal, et L'Oréal est elle-même aux mains de la famille Bettencourt. Et la quatrième, c'est Eli Lilly, dont l'actionnaire principal, malgré la participation quand même assez élevée des fonds de gestion d'actifs, c'est le fonds qui est dit caritatif, et c'est la fondation Eli Lilly. Elle se dit caritative, mais j'ai un peu de doute, vu la manière dont la multinationale agit. Mais tous les autres sont véritablement déjà contrôlés pratiquement par les fonds de gestion d'actifs, et ça c'est très important. Alors il y a peut-être encore un petit mot que je peux dire sur AstraZeneca. Il y a encore également dans AstraZeneca l'investisseur traditionnel Investor, qui est un holding suédois contrôlé normalement par la famille Wallenberg. Mais ils sont déjà dépassés par les fonds de gestion d'actifs, et par BlackRock en particulier. Alors c'est très important parce que ces fonds de gestion d'actifs n'ont qu'une philosophie, le profit. Ils ne raisonnent que là-dessus. Parce que, comme ils accueillent l'épargne de toute une série d'acteurs, eh bien, ces acteurs, ils veulent une rentabilité de leur activité. Et le fonds de gestion d'actifs, il ne va pouvoir attirer ces capitaux qu'en disant « investissez chez moi, vous aurez le meilleur profit ». Et donc, eux, ils fonctionnent comme ça. Et en fait, ils agissent de la sorte. C'est si les perspectives de profit sont bonnes, j'investis. Si les perspectives de profit sont mauvaises, je pars. Mais si je pars, ça va faire chuter le cours de l'action et la société va devenir une proie facile pour les autres multinationales pharmaceutiques. Donc, dans ces conditions-là, les multinationales pharmaceutiques, même si elles ne voulaient pas suivre spécifiquement une stratégie de rentabilité, le sont parce que aujourd'hui, elles sont de plus en plus contrôlées par ces fonds de gestion d'actifs. Et donc, c'est véritablement la loi du profit qui s'impose complètement. Donc, toutes ces sociétés, d'ailleurs, vous pouvez regarder aussi leur site, hein, c'est partout, la santé pour tous, et nous sommes les meilleurs garants, ceux qui pensent aux malades et tout le bazar, mais en réalité, la véritable philosophie de toutes ces entreprises-là, c'est la rentabilité au maximum, sinon il n'existe plus. C'est tout simple. Voilà, conclusion. Je termine alors par cela en posant quelques questions, comme ça peut alimenter les vôtres. Mais comme je l'ai dit à la fin, poser ce genre de questions, c'est d'une certaine manière un peu y répondre. Parce que si je pose cette question-là, c'est vraiment que je me demande dans quel monde effectivement on vit. Et donc les questions, pour moi, elles vont de soi. Enfin, les réponses vont de soi à ces questions-là. Est-ce qu'il est normal que les acteurs principaux de la santé aient comme objectif premier, ou même pratiquement exclusif, la rentabilité? Comment est-ce qu'on peut concilier cette perspective donc d'objectif rentabilité avec celle de la santé pour tous? Alors pour moi, c'est clair qu'il y a une contradiction pratiquement fondamentale, c'est presque irréconciliable. Comment peut-on accepter que des acteurs privés exigent des prix élevés sur des produits qui ont été élaborés à partir des fonds publics? C'est une question que c'est pas que moi qui la pose, hein, c'est même les autorités, par exemple l'OMS pose cette question-là.
Et l'Union européenne, et pourtant, Dieu sait si j'ai du mal à dire sur cette Union européenne, même l'Union européenne dit ça. Comment peut-on laisser la propriété de remèdes vitaux dans les mains du privé? Donc comment est-ce que ça se fait que, par exemple, tel médicament, c'est telle entreprise qui l'a, et on ne peut pas y toucher, même si ça sauve des vies, mais on ne peut pas y toucher. C'est quand même invraisemblable. Enfin bon, donc les deux, ici, dans le premier tome, c'est essentiellement la partie économique qui est expliquée, donc ce que je viens de dire en gros, et dans la deuxième partie, c'est voir toutes les conséquences au niveau de ce que ça a en termes de pénurie des médicaments, de démocratie, parce qu'évidemment, ces industries pharmaceutiques ont des lobbies, mais parmi les plus actifs et les plus puissants dans le monde, sur la manière dont l'idéologie fonctionne, et également évidemment sur le type de médecine qu'on doit concevoir, puisque évidemment dans ce cas-ci, on est clairement dans une médecine de guérison. Et l'industrie pharmaceutique ne veut avoir qu'une médecine de guérison, puisque ça lui permet de vendre ses médicaments et ses vaccins. Alors que normalement, si on était un peu logique, on devrait avoir une santé préventive, c'est-à-dire empêcher les gens d'être malades. Enfin, le plus possible. Bien sûr, s'ils sont malades, il faut trouver des médicaments, mais d'abord, la première chose, c'est empêcher qu'ils évoluent vers la maladie. Et ça, évidemment, pour l'industrie pharmaceutique, il n'en est pas question. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre patience et votre écoute attentive. Merci beaucoup Henri, on va prendre quelques questions. Je sais qu'il y a eu pas mal d'informations là d'un coup, mais je ne sais pas si Henri a déjà posé des questions, mais voilà une ici, oui. Je me posais la question pour les industries qui font les génériques. Est-ce qu'ils ont aussi des bénéfices parce que le problème, c'est qu'ils ne vont pas tendre à améliorer, par exemple, le fait que ce soit assimilable ou des choses comme ça, s'ils ne font pas un peu de bénéfices. Mais est-ce qu'ils font des bénéfices au même niveau ou pas? Je ne sais pas, on prend plusieurs questions ou bien on passe sur les questions. On peut en prendre deux, comme ça. Oui, moi j'avais une question au sujet des mécanismes qui protègent un petit peu les systèmes de brevets. Et j'avais pu discuter avec un chercheur italien qui avait travaillé avec les équipes cubaines qui avaient fait de la recherche sur le vaccin Covid, enfin anti-Covid. Et alors il expliquait qu'il y avait aussi tout un système de l'OMS, pas de l'OMC, sur les méthodes de production, tous des systèmes de garantie de qualité, mais qui sont en réalité des systèmes plutôt protectionnistes de la part des États occidentaux sur ça. Et donc je ne sais pas si vous avez quelque chose en plus à en dire sur ça. Pour la deuxième, je vais être assez rapide. Je n'ai pas d'autres informations. Donc je suis sûr qu'effectivement, il y a des mécanismes, y compris de la part de l'OMS, qui protègent l'industrie pharmaceutique en matière de qualité des produits, etc. C'est d'ailleurs aussi un des arguments qui sont donnés par les multinationales pharmaceutiques pour justement ne pas accorder des brevets, des vaccins et ne pas lever les brevets parce qu'ils disent oui, mais ce n'est pas les brevets. Donc même si on levait les brevets, la manière dont les vaccins seraient produits dans les pays du tiers-monde serait de mauvaise qualité et donc ce ne serait pas justifié. Donc, alors que c'est probablement faux parce que par exemple, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Chine ont des capacités peut-être pas nécessairement au niveau de l'Occident, mais ils ont quand même des capacités pour produire des vaccins avec un certain niveau convenable. Alors, donc, moi, je n'ai pas d'autres informations, mais je pense qu'effectivement, il y a de ça qui est utilisé. Maintenant, sur les génériques, alors les entreprises de génériques font aussi des bénéfices. Hein, donc, mais ils font moins de bénéfices. Hein, donc ça, déjà, ils font moins de bénéfices. Je n'ai pas étudié, mais ils font clairement moins de bénéfices. Mais la limitation entre les génériques et les produits nouveaux n'est pas toujours extrêmement claire. Donc, par exemple, vous avez une entreprise comme Teva, qui est normalement un des grands leaders, donc c'est une firme israélienne, c'est le grand leader de la production de génériques,
c'est aussi une société qui se lance occasionnellement dans la production de nouveaux médicaments. Donc elle peut effectivement, si jamais ces génériques ne sont pas assez rentables, utiliser les nouveaux médicaments qu'ils proposent. Et de ce point de vue-là, cette firme utilise les mêmes méthodes que les autres entreprises pharmaceutiques. Tu veux bien dire un mot de multipharma? Je ne pourrais pas le dire parce que je n'ai pas étudié du tout. Oui. C'est plutôt dans la distribution, plutôt, non? Je pense. Donc je n'ai pas étudié vraiment la distribution. Il y aura beaucoup à dire ici. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, lors d'un des plus gros scandales, je crois que c'est le Vioxx, les distributeurs, non, c'est sur les opioïdes, c'est sur les opioïdes, eh bien, les distributeurs ont été épinglés. Donc, normalement, ils doivent payer aussi une somme extrêmement importante. Donc, les opioïdes, ce sont les fameux médicaments basés sur de l'opium qui ont été répandus aux États-Unis pour soulager certains malades, mais qui ont eu une extension assez importante pour soulager des malades qui normalement n'auraient jamais dû recevoir ce genre de médicaments. Et comme ce sont des produits addictifs, évidemment, ces gens ont commencé à consommer régulièrement des drogues, et même parfois des drogues de plus en plus lourdes. Et donc, il y a évidemment la société principale qui a lancé ce mécanisme qui est Purdue Pharma, mais il y a toute une série d'autres sociétés qui sont liées, et en particulier les distributeurs. Donc, ce sont les distributeurs américains, hein, donc c'est McKesson, oui, je ne sais plus les autres comme ça de mémoire. Si vous me les redonnez, je vous le dirai. Mais eux sont épinglés aussi parce qu'ils ont effectivement permis la diffusion de ce genre de médicaments. Et donc, normalement, ils devront payer, je ne sais plus où ils en sont dans le procès, mais ils devront payer quelque chose de faramineux. Une question ici. Qu'est-ce qu'un essai sur base informatique? Pardon? Qu'est-ce qu'un essai sur base informatique? Alors, je ne sais pas concrètement, hein, parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas technicien. J'ai vu à un moment donné une entreprise pharmaceutique, mais je ne peux pas dire que j'en connais. C'est pas comme l'industrie automobile, je pourrais te dire effectivement ça passe de ça. Mais je pense que c'est en fait tout simplement qu'on fait les essais de façon virtuelle. C'est-à-dire au lieu de le faire passer par exemple sur des animaux, des souris, etc., pour voir comment ils réagissent, eh bien, avec tous les éléments qu'on a et le développement des technologies, je suppose qu'on est capable, non? D'abord sur des cultures cellulaires, et puis je pense qu'on peut mettre ça dans un... Enfin, sur une oui, probablement. Quantité de cellules, et puis on peut faire, voir comment ça fonctionne. Oui, c'est sur des cellules. Je pense oui, c'est avec des cellules. Cellulaires. Quand on veut éviter d'employer des animaux. Ce dont on parle là, ce n'est pas des essais informatiques, c'est des essais, au lieu de le faire sur des animaux, on fait sur des cultures cellulaires. Mais l'informatique va plutôt jouer sur tout ce qui est modélisation en 3D de sites de récepteurs et de molécules. En fait, on a fait plein d'études en 3 dimensions sur comment se présente une molécule dans l'espace, en fait, et sur les sites au niveau desquels elle va agir pour avoir un effet sur l'organisme. Et donc on va modéliser une molécule en 3D et voir comment elle peut se greffer sur un site et comment, avec quelle structure, enfin comment on peut améliorer la structure chimique d'une molécule pour qu'elle se greffe mieux sur un site et qu'elle ait donc une activité plus importante. Je crois que ça, c'est ce qui est ce qui peut caractériser les essais informatiques, mais c'est juste dans la conception des molécules. C'est pas du tout dans les essais cliniques. Non, mais j'ai pas dit. Non, c'est ce qu'on appelle, c'est la partie essais précliniques qui normalement se portent sur les animaux. Non, c'est dans la conception des molécules. Alors à ce moment-là, on se passe des essais précliniques.
Ah ben non, on a besoin de les faire après, bien sûr. Mais de temps en temps, je sais qu'on passe les essais précliniques. Donc on passe l'essai sur les animaux. Oui, c'est ça, sur les bases cellulaires. Mais ça, c'est pas de l'informatique. D'accord. Il y a une question là. On a vu que les sociétés de gestion détenaient une grosse partie des parts des sociétés pharmaceutiques. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a une date de quand ils ont commencé? Parce qu'on a vu avec vos graphiques qu'ils sont rentables depuis très longtemps. Et j'imagine que si des sociétés comme BlackRock investissent dans des sociétés comme ça, ils veulent encore plus de rentabilité. Donc est-ce que c'est récent ou c'est quand même assez ancien? C'est relativement récent. Que les sociétés financières investissent dans les sociétés pharmaceutiques, ça je pense que c'est relativement ancien. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a basculé sur le type de société qui investit dans les sociétés pharmaceutiques et dans les autres sociétés. Parce que quand vous avez 8 000 milliards de dollars d'actifs, vous n'avez pas seulement des participations dans l'industrie pharmaceutique, vous avez des participations dans pratiquement toutes les grandes entreprises et vous êtes actif dans pratiquement toutes les grandes entreprises. Et donc le fait que ce soit des fonds de gestion d'actifs, c'est relativement récent. Je pense que les prémices datent du début du siècle. Et par exemple, pour BlackRock, le basculement a été la crise des subprimes au moment où Lehman Brothers a fait faillite, parce que au moment où Lehman Brothers, donc la banque d'affaires, a fait faillite et a fait basculer tout le système véritablement dans la crise financière, la société qui voulait éventuellement reprendre les actifs restants de Lehman Brothers, c'était la société Barclays. Donc c'est une banque. Et elle avait une filiale qui était Barclays Global Investors, qui était une grande société qui avait beaucoup de participation dans les industries. Mais les autorités américaines ont dit, d'accord, vous pouvez reprendre les restes Lehman Brothers, mais alors vous devez vendre votre société Barclays Global Investors. Et celui qui a racheté Barclays Global Investors, à ce moment-là, c'est BlackRock. Et donc c'est à ce moment-là que BlackRock, lui, est devenu le grand actionnaire de pratiquement une bonne partie de toutes les multinationales dans le monde. Surtout en Europe et aux États-Unis. Donc en Asie, c'est un peu plus difficile. Parce qu'il y a des traditions, etc. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Donc il y a deux questions. Vas-y, Norbert. Oui. Par rapport au générique, il faut savoir que bien souvent, c'est l'entreprise même qui continue à produire la matière donc active et qu'elle la revend à des petites sociétés qui font le générique et qui font simplement les excipients, du fait qu'ils ont déjà les installations pour le faire et le savoir-faire également. Donc, ils gardent malgré tout encore un certain monopole dessus. Dans quelle mesure la recherche fondamentale est financée par le public et par le privé? Ça, je ne sais pas si vous avez assisté au débat sur Arte dimanche soir, mais vous allez constater, c'était clair dans ce débat-là, mais dans d'autres informations aussi, qu'on ne sait pas. Parce que les entreprises pharmaceutiques ne dévoilent pas les chiffres et ne détaillent pas les chiffres de leur recherche. Donc on ne sait pas ce qu'ils investissent exactement dans la recherche fondamentale, dans la recherche clinique, etc. Donc on est incapable de dire qui finance quoi exactement. Ce qu'on sait par contre, c'est au niveau des articles qui sont publiés, c'est que de plus en plus, pour la plupart des molécules les plus importantes qui vont devenir des médicaments assez importants dans la médecine, de plus en plus, ce sont des acteurs universitaires qui publient ces articles-là. Et les firmes multinationales ou les chercheurs qui appartiennent à ces firmes-là ont plutôt tendance à faire des articles sur comment est-ce que les essais cliniques se passent et des choses comme ça. Donc c'est là-dessus qu'on peut dire effectivement, oui, il y a une répartition qui est de plus en plus importante. Et puis on voit aussi que les entreprises pharmaceutiques abandonnent des secteurs.
Donc, automatiquement, s'ils abandonnent des secteurs, ils abandonnent aussi la recherche fondamentale qui ont été faite. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ont une recherche fondamentale dans un secteur qu'ils vont choisir ce secteur-là comme étant un secteur qu'ils vont continuer. Ça peut tout à fait dire, en fait, ils vont faire choisir les secteurs en fonction de leur rentabilité. Et s'ils ont mis beaucoup d'argent et beaucoup de recherche dans un secteur, mais qui ne rapporte pas, ils s'en débarrassent. Donc, ils n'ont pas véritablement beaucoup de je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de sentimentalité, ou c'est vraiment la logique du profit à son extrême. Et donc, de plus en plus, comme ils voient bien que il y a une concentration qui se fait sur les différents secteurs pharmaceutiques, donc ils limitent le nombre dans lequel ils sont effectivement actifs, parce qu'ils savent bien qu'ils ne vont pas être capables d'être actifs sur tous. Et donc ça fait en sorte aussi qu'ils limitent d'une certaine manière la recherche fondamentale, et ils l'abandonnent sur un certain nombre de secteurs, et ils la gardent éventuellement, parce qu'on n'est pas sûr, dans un certain nombre de secteurs qu'ils veulent effectivement continuer à développer. Oui. Les laboratoires universitaires qui passent des accords avec les firmes pharmaceutiques, est-ce qu'ils ont quand même un gain après? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement, entre guillemets, ou est-ce que c'est uniquement financé par l'argent public, cette recherche? Alors, la recherche, en général, est financée par l'argent public, principalement, mais vous savez bien, en général, que les universités ont des budgets limités. Donc, s'il y a un intérêt particulier dans une recherche particulière, probablement que les multinationales vont venir ajouter des montants pour le développement de ce projet en particulier. Deuxièmement, c'est que si l'université découvre une molécule, normalement elle doit, même au niveau des États-Unis, elle doit déposer un brevet, et bien entendu, à ce moment-là, la multinationale doit payer le brevet et doit payer les chercheurs et l'université qui a engendré cette innovation. Et ça peut se faire soit sur un montant prédéfini, ou bien ça peut même être sur un pourcentage des bénéfices qui vont être faits sur ce médicament. Mais en général, ce n'est pas grand-chose. Enfin, c'est par rapport à l'ensemble. Je sais plus, enfin, je ne vais pas te raconter. J'ai un exemple en tête, mais je ne saurais pas plus te dire sur le médicament. Et comme j'ai dit, je ne retiens pas facilement les médicaments. Mais j'ai un exemple, oui, effectivement, sur une innovation qui a été faite par une université. Globalement, l'université recevait 5% des bénéfices du médicament. Voilà, pour donner un exemple. J'ai une expérience, enfin, dans le labo à Erasmus, enfin, dans la faculté de médecine où on était. Et en fait, on faisait parfois des essais cliniques enfin, c'était des produits pour parentérales, des choses comme ça sur des patients. Et donc, on faisait des trucs en double aveugle, etc. Mais alors, quand on découvre quelque chose, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est l'ULB qui nous a incité à faire une start-up. Et finalement, la start-up a été rachetée par Broad, qui l'a revendue encore à un autre, et finalement, ça a été perdu. Donc, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, hein, on s'y est peut-être mal pris. Parce que le problème, c'est qu'on avait fait un brevet européen, et je crois que c'était pour avoir le brevet, c'était beaucoup plus cher pour faire le brevet international. Et à ce moment-là, ils sont intervenus pour dire, oh, bon, on va vous aider pour le brevet, et finalement, ils ont racheté. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais je pense que... Et j'ai l'impression que les labos universitaires incitent à faire des start-up dès qu'il y a une découverte. Oui. Donc, mais ça ne marche pas toujours. Oui, c'est un système qui est effectivement institutionnalisé, et donc même chez les responsables politiques, il y a ce réflexe de dire oui, donc nous on fait donc si vous interrogez d'ailleurs les responsables politiques, ils vont vous dire aussi que la même chose, hein, qu'il y a un partenariat entre le public et le privé. Le public fait la recherche fondamentale pour découvrir et éventuellement se casser la gueule une dizaine de fois sur des produits qui ne donnent rien. Ça, c'est de toute façon l'argent public qui disparaît. Et puis, il y a un produit qui fonctionne bien, et là, automatiquement, on va prendre un partenaire privé parce que il y a cette règle qui a été à un moment donné fixée, comme quoi le public ne serait pas entrepreneur. Et donc, automatiquement, avec une philosophie pareille, évidemment, on cède immédiatement tout dans le privé.
en ce qui concerne les NIH américains, donc les National Institute of Health, hein, donc ces 27 organismes sur les différents secteurs de la médecine, eh bien, eux, effectivement, à un moment donné, ne produisent rien. Donc il y a, je crois, quelque chose comme 6000 personnes qui travaillent, donc énormément de chercheurs. Ils ont même des unités de production, parce que quand ils doivent tester quelque chose, ils doivent savoir effectivement qu'est-ce que ça a comme conséquence dans la production. Donc ils ont même des unités de production, des usines qui sont consacrées à ça. Mais dès que la molécule est découverte et brevetée, ça passe au privé. Donc ça a été le cas par exemple pour le vaccin anti-Covid. Donc ça veut dire qu'ils ont découvert pratiquement l'entièreté de la molécule, je pense même pratiquement le vaccin, et ils ont immédiatement cédé. Alors c'est pas gratuit, hein, donc je pense que Moderna a dû payer quelque chose évidemment sur cette découverte. Mais c'est Moderna qui va commercialiser le vaccin. Donc ça ne se passe pas toujours comme ça, parce qu'évidemment il y a beaucoup de situations, et les situations peuvent être différentes. Mais le principe, c'est ce que j'ai mis dans mon PowerPoint, c'est-à-dire si c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de chances que la multinationale va essayer soit de racheter la firme, soit de racheter le vaccin, le brevet. Ça, et c'est assez rare qu'une start-up peut sortir. Donc il y en a, hein, ça existe toujours, hein, mais c'est assez rare qu'une start-up peut effectivement sortir de ces griffes-là et commencer à se développer. Il y a Amgen, par exemple, Biogen et Gilead, qui sont 3 firmes américaines qui ont déjà quelques années, hein, ce n'est pas des start-up d'aujourd'hui, hein, mais qui ont déjà quelques années, qui sont sortis effectivement et qui ont pu continuer de manière indépendante et font partie aujourd'hui des grandes sociétés pharmaceutiques. Mais c'est plutôt rare. Hein, tout le monde, dans les systèmes informatiques, tout le monde rêve d'être Google, Facebook, Amazon, etc. Donc on donne toutes les possibilités, on chante l'esprit d'entreprise pour, etc. Mais il y a un Google, il y a un Amazon et il y a un Facebook. Hein. Oui. Tous les autres sont en faillite. Hein. Pour avoir un peu une dose d'optimisme, je voulais savoir s'il y a des mouvements de résistance, s'il y a eu des victoires ou des procès, parce que je me souviens un combat qui avait été mené par Vandana Shiva à un moment donné, mais c'est ancien, contre Monsanto. Et alors, je voulais juste informer le public que tu vas reparler jeudi à 19h30 au film Attaque à l'aventure à 19h30, donc sur BlackRock. Donc c'est la suite. Oui, absolument. Donc effectivement, j'ai oublié de le mentionner parce que j'avais ça en tête, mais effectivement, je parle jeudi au cinéma L'Aventure, donc à 19h, si je me souviens bien. Évidemment, il y a le film. Il y a un film qui, je pense, a été diffusé sur Arte précédemment. Je pense que c'est celui-là. Sur BlackRock, donc, qui reparle un petit peu de cette société qui est la société aujourd'hui la plus puissante dans le monde. Et moi, j'interviens, pas pour faire beaucoup d'exposés, hein. Là c'est vraiment plutôt un débat avec la salle, c'est plutôt comme ça que fonctionne le cinéma d'Attaque. Mais effectivement, je pense que ça peut compléter en tous les cas une partie de ce que je viens d'exposer ici. Et sur les résistances ? Ah oui, pardon, les résistances. Je pense qu'il n'y a pas de victoire aussi grande que celle qu'on a réussi plus ou moins à faire sur Monsanto, qui est quand même très mal vue dans le monde entier. Hein. Donc, quand Bayer a racheté Monsanto, l'action Bayer a plongé. Hein. Donc, ça montre bien que ce n'est pas la société la plus folichonne, même au niveau des marchés financiers. Mais il y a des victoires, bien sûr, il y a des victoires. Donc, par exemple, le fait qu'on a réussi à imposer des amendes extrêmement importantes à Pfizer et Merck pour certains de leurs vaccins et certains de leurs attitudes aux États-Unis, on peut considérer ça comme d'une certaine manière comme une victoire. Le fait qu'on a poursuivi, et qu'on poursuit toujours d'ailleurs, les sociétés qui ont été impliquées dans le scandale des opiacés. Quoi ? Opioïdes.
je jongle vraiment pas avec tout ce vocabulaire, avec les opioïdes aux États-Unis, c'est de nouveau une victoire. Le fait que l'Afrique du Sud a réussi à faire écarter un petit peu les règles de l'OMC en ce qui concerne la propriété intellectuelle, on peut dire que c'était aussi une victoire, etc. Donc il y a des victoires. Et en plus, il y a des raisons normalement d'avoir des victoires parce que, comme je l'ai dit, même les autorités reconnaissent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le monde de la santé, en particulier au niveau de l'industrie pharmaceutique. Ils disent que c'est quand même pas logique. Comme j'ai dit, il y a une question qu'ils-mêmes posent, donc c'est pas moi qui la pose, c'est eux qui la posent. Comment se fait-il qu'avec de l'argent public, les multinationales qui s'approprient le brevet peuvent imposer des prix extrêmement élevés? Ils se la posent aussi. Donc il y a possibilité d'avancer. Mais à mon avis, on doit aller plus loin. Hein. Donc moi, je suis pour que... Donc ici, évidemment, je ne fais pas des choses concrètes. Hein. J'essaye de faire une analyse approfondie du secteur et pour moi, effectivement, il y a quelque chose de fondamentalement vicié dans le fait de laisser le privé développer, produire et commercialiser des choses qui sont absolument vitales pour les gens. Mais, et donc, moi, j'essaye de vous pousser à réfléchir là-dessus, mais je ne vous propose pas de dire que demain matin, on va avoir une solution sur ça. Oui. J'étais en train de me demander l'influence des mutuelles sur en Europe, ça peut jouer. Et alors, je me demandais les médicaments contingentés, c'est les mutuelles qui font qu'il y a un nombre limité il y a des médicaments où on ne peut pas vendre plus qu'autant par mois, mais je pense que ça doit être les mutuelles parce que c'est des médicaments chers à rembourser. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais pour les médicaments qui sont chers, pour certains, il faut on doit envoyer une demande au médecin conseil. Oui, mais même ça, il y en a qui sont contingentés. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand il y a des traitements pour le cancer où il n'y en a plus parce que la quantité par mois était dépassée. Il y a plusieurs raisons à ça. Et une des raisons, c'est la pénurie. Oui, ça peut-être aussi. Je pense peut-être que c'est pour régler. Pour l'instant, il y a beaucoup de médicaments qui sont en pénurie, tout simplement parce qu'on ne les produit plus. Ah, ça c'est autre chose. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une multinationale qui a créé un médicament, qui a produit le médicament, qui a vendu le médicament, mais le médicament est tombé dans le domaine public. Alors, évidemment, comme ces entreprises ont un parc industriel qui est limité, que de toute façon ils ne veulent pas étendre au-delà de ce qui est nécessaire. Donc ils vont dire, eh ben, maintenant, il n'y a plus qu'une seule usine qui produit ce médicament-là. Donc ça a été le cas pour eux. Alors, je ne sais plus exactement le nom, c'est le BCG. Le BCG. Oui, le bacille de Guérin et c'est le bacille de Koch. Voilà. Je ne sais même plus à quoi ça sert. Je crois. Voilà, merci. Oui. C'était le vaccin contre la tuberculose, mais c'est devenu en fait un traitement fondamental dans le cancer de la vessie. Ça, je me souviens. Donc, effectivement, c'est utilisé pour le cancer de la vessie, mais c'est un complément. Ce n'est pas le but originel, c'est venu par la suite. Et Sanofi, qui produit ce médicament-là, a consacré une seule usine à produire ce médicament, une usine qui se trouvait à Toronto. En 2011, les autorités sanitaires canadiennes font une inspection et ils trouvent des champignons dans, je ne sais plus exactement, une partie de l'usine, donc il y a des moisissures. Donc les autorités canadiennes arrêtent l'entreprise en disant « vous devez un petit peu assainir votre outil de production ». Donc à ce moment-là, la production de BCG s'arrête. Et donc, tous ceux qui devaient avoir les traitements, ben, on les a effectivement contingentés. Donc, on a été chercher un petit peu partout où est-ce qu'on pouvait trouver d'autres alternatives, mais pour certains, donc on a dû faire des choix en disant, voilà, vous avez un cas grave, donc on va essayer de vous trouver véritablement le médicament, vous êtes un peu moins grave, donc on va essayer de chercher une alternative, et vous êtes encore un petit peu moins grave, donc on va postposer éventuellement votre traitement, etc. Et le fait d'avoir émis
justification des autorités canadiennes, Sanofi a expliqué qu'il n'était plus possible de remettre en route l'usine parce que ça devait demander trop d'investissement pour pas assez de profit. Donc ils ont, en 2017, commencé à arrêter complètement la production de cette usine-là. Et donc de se rabattre sur des usines et des laboratoires beaucoup plus petits. Donc un laboratoire allemand qui s'appelle Medac, qui a commencé à produire de manière alternative le produit, mais Medac n'avait pas la capacité de Sanofi au départ. Donc automatiquement, ça a posé tous des problèmes. Et les problèmes, elles sont jusqu'à aujourd'hui, puisque apparemment en Belgique, on est aussi avec une pénurie de ce type de médicaments. Et je pense que, à un moment donné, les autorités belges ont mis une commission d'experts pour savoir comment est-ce qu'ils allaient trouver des alternatives face à ces médicaments-là. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Maintenant, il peut y avoir d'autres situations qui expliquent pourquoi est-ce qu'on fait un contingentement. Et de toute façon, oui, la sécurité sociale de tous les pays, ils ont des budgets limités. Donc à un moment donné, ils ne peuvent pas tout rembourser. Mais ils peuvent jouer avec les firmes pharmaceutiques en disant on va accepter que ce soit remboursé, donc vous en vendrez plus si vous baissez les prix. Mais ça ne marche pas très bien. Mais de toute façon, ce qu'il y a par rapport aux États-Unis, c'est qu'il y a une négociation. Donc là, la négociation permet de toute façon de faire en sorte que les prix sont généralement plus bas en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de négociation, les firmes imposent leurs prix et c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les firmes pharmaceutiques font plus de bénéfices aux États-Unis, même les entreprises européennes. Ce ne serait pas le rôle de l'OMS de réglementer tout ça? Non. Manifestement, non. Bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on clôture cette première partie. C'est possiblement le PowerPoint, parce qu'il y a quand même quelques graphiques dedans qui sont super intéressants. Oh ben on va mettre le PowerPoint quelque part. Hein. Donc de toute façon, il y a déjà une... Il y aura une vidéo, il y aura un PowerPoint, il y aura un dossier, oui. Il y aura... plusieurs des tableaux qui sont dans la revue. Oui, et, les tableaux sont dans la revue. Ouais, j'en ai actualisé l'un ou l'autre, mais c'est tout. Donc le premier tome est ici disponible à la sortie, je pense que mon collègue est là. Et il y aura le PowerPoint à disposition. Sur la page de l'événement. Voilà. Ça va? Merci beaucoup. Et donc il y aura un deuxième événement dans le courant du mois de novembre normalement. Très certainement à l'ULB également. Je parle sous contrôle, mais je pense que ce sera certainement ici. Vous serez informés dans les plus brefs délais pour la suite. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous.